Bienvenue à cette édition de mon Ciné Balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton, deux passionnés de cinéma qui vous offrent tout un buffet chinois cette semaine parce qu'on a un menu très varié de tout pour tous les goûts. Jean-François, de quoi on va parler? Ce vendredi, le 1er octobre, sort entre autres Venom 2. Venom, ça va être un carnage. On a la nouvelle Palme d'Or du Festival de Cannes, Titane. Il y a le film dérivé de la série des Sopranos, Les 5 criminels de Newark, et la comédie d'animation, La Famille Adams 2. Donc, comme vous pouvez voir, on va aller dans toutes les directions pour cette présente édition, mais avant de parler plus en profondeur de ces nouvelles sorties, on va faire un petit tour d'horizon de l'actualité cinématographique qui, somme toute, a été assez tranquille cette semaine. Des fois, on est habitué là, à plein d'annonces, mais là, il y en a plus une qui a retenu notre attention. Et si on se fait un peu sur les réseaux sociaux, de plusieurs internautes quand même, parce que on doit se dire c'est une franchise un peu culte quand même du jeu vidéo. Oui, c'est un bel objet de curiosité déjà. C'est Super Mario Brothers qui aura le droit à un deuxième essai cinématographique. Alors peut-être vous souvenez-vous du chaos du film en prise de vue réelle de 1993. Est-ce qu'on doit s'en souvenir, Jeff? Pour certains, c'est devenu un So Bad It's Good. Ouais, ou sinon juste une vulgaire adaptation qui ne rend pas du tout hommage à l'univers où il y a eu beaucoup de liberté dans les choix artistiques et scénaristiques. C'est sorti à l'époque où il y a comme beaucoup d'excès dans le cinéma populaire américain, là, au tournant des années 90, où les effets visuels étaient encore dans son enfance. Donc, il y avait beaucoup d'essais, mais c'était pas toujours réussi. Moi, je dois avouer que j'ai jamais vu le film. Principalement, j'étais un peu plus vieux, mais surtout parce que je dois confesser que je déteste Bob Hoskins. C'est un comédien que je n'aime pas du tout et qui m'empêche même d'aimer Qui veut la peau de Roger Rabbit, que je sais que beaucoup de personnes de mon âge adorent, mais non, je suis pas capable, ce comédien-là. OK, il y a peut-être une notion de thérapie là, à aborder. Peut-être. Mais pas pour Mario Bros, effectivement. C'était quand même un échec, même commercial. Le film, à l'époque, avait coûté à peu près 50 millions, ce qui était quand même un très bon budget là, des années 90, et n'avait rapporté qu'une vingtaine de millions. Fait que c'était vraiment un désastre. C'est peut-être pour ça que ça a pris 20 ans avant qu'on retouche à cette franchise-là. Ça va être un film d'animation. Exactement, là. cette fois-ci, avec les studios Universal et Illumination, eux qui sont derrière les franchises Détestable Moi, Comme des bêtes et Chanté. Donc déjà là, je pense que le projet est entre bonnes mains, honnêtement. C'est ça. Ouais. C'est sûr, par contre, un film d'animation, Illumination fait des trucs quand même un petit peu moins dispendieux que Pixar, là, mais on peut s'attendre à un budget peut-être de 80 ou 100 millions, fait que le risque va être plus élevé à ce moment-là, mais je pense que clairement, ça va s'adresser à un public plus famille. Ouais, c'est sûr qu'il va y avoir une bonne dose d'humour, là, si on se fait un peu la production exact. aussi. Puis on a déjà annoncé plusieurs des voix donc, de la distribution. Alors, le Mario Bros sera Chris Pratt, le bon sympathique, qui a aussi fait ses classes avec les Lego Movie, je pense. Alors, c'est un peu une valeur sûre pour eux. Et une des nouvelles coqueluches, Anna Taylor-Joy, là, qui était entre autres dans la série de Queen Gambit, qui sera la princesse Peach. On a Jack Black en Bowser, Seth Rogen en Donkey Kong, Charlie Day, qui est connu aussi pour la série It's Always Sunny in Philadelphia, qui sera Luigi, et plusieurs autres. On parle même que le fameux Charles Martinet, qui est la voix des jeux vidéo du célèbre Here We Go et toutes ces choses-là, aurait un petit caméo d'une certaine manière, mais on n'en sait pas plus. Alors, on a le temps d'attendre avant d'avoir une première bande-annonce parce que c'est pour Noël 2022, là, donc dans 14 mois là, à peu près. Quand même. En tout cas, le projet va s'activer quand même assez vite. Le fait qu'il le prépare pour un film du temps des fêtes aussi, c'est dire qu'il vise large, là, parce que c'est une bonne saison de blockbuster pour les films familiaux. Fait que ils ont de bonnes attentes et c'est comprenable. Ouais, mais en tout cas, moi, le casting est approuvé. Je le trouve très intéressant. Puis clairement, on va virer dans un humour, je pense peut-être un peu absurde, un peu, en tout cas, très large avec ces comédiens-là. En effet. Quelques bandes annonces qui ont été dévoilées cette semaine, dont une, on reste dans le domaine de l'animation quand même, le prochain Disney. Évidemment, c'est toujours
un événement. C'est le 60e long-métrage d'animation produit par Disney quand même. Encanto! Encanto, oui, en français, Encanto, la fantastique famille Madrigal. Fait que c'est Disney et slash Pixar. Fait que ça a toujours un plus-value de qualité, généralement, leurs films. On avait eu droit à un teaser, là, une pré-bande-annonce. Peut-être que vous avez vu depuis quelques mois, mais là, la bande-annonce complète est sortie. Donc, il faut spécifier que ça se passe dans un monde où il y a la magie. C'est une famille qui possède une maison qui a toutes sortes de propriétés magiques et que chacun des enfants, des membres de la famille, ont un pouvoir unique. C'est ça. Soi, sauf elle. Et vient le jour où la maison, toute cette beauté-là est menacée. Alors, ça sera elle, l'élu, qui devra sauver la maison au nom de tous là, et la magie. Et ce qui est intéressant, je pense, de souligner, c'est que le film se passe en Colombie. Donc, on est dans une mouvance depuis quelques années d'explorer différentes cultures différentes. On avait eu Coco il y a quelques années sur le Jour des Morts, la culture mexicaine. Et là, on est dans la culture hispanophone colombienne. Et à noter, moi, ce qui pique peut-être plus ma curiosité, c'est l'équipe derrière les chansons, la musique, parce que c'est une comédie musicale. Ouais. Donc, c'est Lin-Manuel Miranda, qui est connu pour son grand succès Hamilton à Broadway. Ouais, puis depuis un an, il est dans tous les films. Là. Ouais. Toutes les comédies musicales, c'est lui qui signe la musique ou qui joue, notamment... In the Heights. Ouais, In the Heights, exactement, au début de l'été. Donc, très curieux de voir ça. C'est quand même quelqu'un de très talentueux. Et pour la musique, donc lui, il s'occupe des paroles. Et la musique, c'est lui qui avait fait Coco également, qui revient. Et puis, c'est ça, c'est tout le temps je pense qu'il y a 3 réalisateurs, 3 scénaristes au travers. Mais il y en a beaucoup qui ont travaillé sur Zootopia et Moana aussi, pour certains. Alors, c'est... 2 films qui avaient très, très bien fonctionné, qui étaient très bons. Donc, moi, je suis bien curieux de voir ça. Et sinon, dans un tout autre registre... juste avant d'enchaîner, je peux dire, ça sort très bientôt. Ça sort le 24 novembre. Alors, très bien. Soyons aux aguets. Pour le Thanksgiving américain, l'Action de grâce américaine, ce sera le gros film en salle. Et là, il y a un cinéaste qui ne fait pas consensus, mais qui a vraiment ses admirateurs qui sort son nouveau film, Paul Thomas Anderson, donc connu pour Boogie Nights, pour Magnolia, pour... There Will Be Blood. There Will Be Blood. Donc moi, je dois avouer que c'est un cinéaste qui... je n'aime pas tout, mais je suis quand même curieux. Je vais toujours voir ses films parce qu'il y a vraiment une voix singulière. Et là, sort sa nouvelle production, Licorice Pizza. Un drôle de titre, mais qui est quand même évocateur pour le cinéaste. Oui, je dois avouer que je ne sais même pas exactement ce qu'il signifie par le titre. C'était une chaîne de magasins de musique. C'est là qu'elle a acheté ses disques, et quand tu achetais un disque, tu avais droit à une réglisse. OK. Quand même. Donc, c'était dans une chaîne dans la vallée de San Bernardino, en Californie, où se passe le film. Exact, c'est ça. Alors, le film se déroule dans les années 70. On est vraiment dans une histoire assez simple. C'est comme une histoire d'amour, un love story entre 2 jeunes adolescents, dont le garçon, c'est comme un enfant comédien. Puis on va voir comme l'évolution de leur relation, qui est comme le premier vrai grand amour. Là. Les jeunes ont peut-être comme 17-20 ans, là. C'est pas exactement je pense que la fille est un petit peu plus vieille que lui, de ce que je comprends. Mais donc, une petite différence d'âge. Mais effectivement, c'est l'éveil, première relation, premiers amours. De ce qu'on voit de la bande-annonce, on a une vibration, je trouve, qui évoque beaucoup Boogie Nights, qui se situait dans la même époque, qui portait sur l'industrie porno. Comme lui, c'est ça, un enfant acteur, là, on n'est pas dans la porno, mais on est dans le monde du cinéma. Là, on croit comprendre qu'il y a des acteurs très établis qui jouent des comédiens, des choses comme ça. Il y a, on peut venir au cast, il y a entre autres Bradley Cooper là, qui joue un personnage réel qui est le producteur. John Peters, effectivement. Donc, John Peters et Peter Guber, qui étaient très connus dans les années 80 pour être des producteurs assez excentriques, exubérants. Ils avaient produit, entre autres, le Batman avec Michael Keaton de Tim Burton. Et non, ils ont vu quelques gros films qui avaient très, très bien fonctionné. Donc, ils ont été même à la tête de Sony Pictures pendant 2 années, 89 et 91. Et ce qui est drôle, c'est que Peters avait commencé sa carrière comme coiffeur pour les vedettes. Donc, c'est le coiffeur de Barbra Streisand. Okay. Et ils ont même une petite liaison. Donc, d'ailleurs, dans la bande-annonce, on évoque ce fait-là parce qu'ils parlent de Barbra Streisand. Donc, ils ont sorti ensemble
je sais pas, peut-être une année ou deux. Donc, vraiment un drôle de personnage qui va être campé par Bradley Cooper. Exact. Puis là, on retrouve aussi de Sean Penn, Maya Rudolph, John C. Reilly, qui est dans plein de films de Paul Thomas Anderson, Tom Waits. Mais ce qui retient l'attention principalement, c'est le protagoniste principal, le jeune garçon, qui est joué par le fils de Philip Seymour Hoffman, c'est-à-dire Cooper Hoffman. Ouais, ça, je suis très curieux de voir que Philip Seymour Hoffman, moi, c'est un de mes comédiens fétiches. D'ailleurs, il avait commencé ou pas loin avec Paul Thomas Anderson avec Boogie Nights. Je pense que c'est vraiment le rôle marquant là, qu'il avait propulsé à Hollywood. Donc, malheureusement, il est décédé, là, ça fait déjà peut-être 7-8 ans, sinon pas. Ouais, j'ai pas noté, mais je me souviens. Près, en tout cas, il est mort quand même jeune, là, à 50 ans. Ouais, c'est ça. Donc, très curieux de voir donc son garçon qui a l'air vraiment d'avoir une belle gueule cinématographique, là, passe très bien à l'écran. Ouais, puis c'est son premier film. Ouais, c'est ça. Elle, la jeune fille, c'est Alana Haim, qui est une musicienne qui vient aussi. Elle a un groupe avec ses sœurs, puis ils sont dans la vallée de San Fernando. Là, fait que c'est... Ouais. Et d'ailleurs, ce que j'ai lu, c'est que pourquoi qu'elle a été choisie, c'est que Anderson a réalisé beaucoup de leurs clips vidéo. Donc, c'est là le lien, parce qu'elle aussi, je pense qu'elle débute. Je pense pas qu'elle a jamais tourné dans une œuvre de fiction. Ou rien de notable. Puis, si on peut conclure une partie que j'aime bien, pour la musique, c'est encore pas la musique de la bande-annonce, là, c'est Life on Mars de David Bowie, mais la musique du film sera encore signée par Johnny Greenwood, qui est le guitariste de Radiohead. Mais pas le guitariste-chanteur, évidemment. Et lui, il a fait la musique des comme 4 derniers films de Paul Thomas Anderson, depuis There Will Be Blood, en fait. Puis lui aussi, Paul Thomas avait réalisé plusieurs projets ou vidéoclips pour Radiohead, fait que ça doit être une amitié, une relation qui a commencé à ce moment-là. Puis en fait, peut-être on le mentionnera au cours des prochains épisodes, ou je le mentionnerai, mais Johnny Greenwood, avant, faisait presque juste les trames sonores pour Paul Thomas Anderson, mais cette année, il en fait comme 3 ou 4 films, là, incluant celui-là, fait que peut-être une petite pause de Radiohead, puis sa carrière... derrière l'écran est lancé. Ouais, des fois, ils cherchent ces artistes-là à se renouveler constamment, puis des fois, c'est des rencontres qui mènent à toutes sortes de projets. Il n'y a pas encore de date de sortie officielle, si je ne me trompe pas. Ce que j'ai vu, c'est que ça sent le film à Oscar. Alors, ça va être une sortie limitée là, en novembre, là, autour de Thanksgiving. Dans ce temps-là, ça sort à New York, à Los Angeles, juste assez pour être éligible pour les Oscars. Puis la sortie large va être peut-être au temps des fêtes ou début janvier. Là, comme ça, ils planent sur ils surfent sur les nominations qu'ils vont espérer avoir dans multiples catégories, ce qui est souvent le cas pour PTA et ses films d'ailleurs. Tout à fait. Donc, à suivre. Et restons dans justement un nouveau film qui prend l'affiche cette semaine, dont on retrouve également une progéniture d'un comédien qui, lui, c'est encore plus spécial parce qu'il reprend le rôle de son père. Exact, c'est avec les 5 criminels de Newark, The Many Saints of Newark. Newark est en banlieue du New Jersey. Ou est-ce qu'on peut appeler ça les Sopranos The Beginning? Ça pourrait être à peu près ça. C'est le concept du film. C'est un prequel, un antépisode qu'on appelle. Alors, ça se passe avant la série de Sopranos, qui est une série iconique qui a... J'oserais dire, propulser la chaîne HBO. Là. Tout à fait. Il y en avait d'autres, mais c'est de 99 à 2007 que l'émission a joué. Ça et Sex and the City ont été les deux séries marquantes là, qui renouvelaient le genre télévisuel et surtout qui amenaient une télé très adulte, non censurée, ce que les gros réseaux américains n'ont pas le choix. Là, donc, puis c'était aussi, parenthèse, là, l'ère du DVD, là, quand on achetait les séries, moi, je me souviens, c'est autre chose, les 24, les coffrets, les Sopranos, là, les gros coffrets, les Sex and the City, là, il y a plusieurs appartements que j'ai visités qui avaient ces coffrets-là. Puis ça renouvelait un peu le genre du film, ou en fait la série de la mafia, de l'histoire de la mafia quand même, parce que c'est quand même une série qui était assez originale. Donc, qu'est-ce que ce film-là va apporter peut-être de plus ou va nous faire comprendre de plus à la série? Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le film est fait de bonne foi. Là. C'est le créateur de la série, David Chase, qui est à l'origine du film. C'est Alan Taylor qui a réalisé plusieurs des épisodes. Là. C'est rare une série qui est réalisée tout le temps par la même personne. La promotion est faite beaucoup autour de, justement, Michael Gandolfini, qui est le fils du défunt James Gandolfini, qui jouait Tony Soprano. Fait que, comme tu as dit précédemment, il reprend son rôle comme dans sa jeunesse.
Mais le récit du film tourne pas autour de lui. On mise beaucoup pour aller le voir, mais il est un personnage secondaire important puisqu'on sait que plus tard va devenir le centre d'intérêt de la série. Mais le récit se déroule plus autour de Dicky Moltisanti, qui est le père du personnage de Christopher Moltisanti qu'on verra plus tard dans la série. Alors, c'est beaucoup autour de ça. On a amené plusieurs comédiens connus. On a John Bernthal, là, qui était dans Punisher, Walking Dead. Vera Farmiga, connue pour la Conjuration, principalement. Une actrice que j'adore beaucoup. Elle est toujours bonne dans tout ce qu'elle fait. Exact. D'ailleurs, c'est un des points forts du film. C'est elle. Juste pour finir, il y a aussi Corey Stoll, qui est... on l'avait vu, entre autres, être le vilain dans le premier Ant-Man, mais il y a une gueule d'acteur qui est dans beaucoup de films, souvent en personnage secondaire. Ouais. Et Ray Liotta. On ne peut pas faire un film de mafia sans Ray Liotta, là, qui était dans Goodfellas, notamment. Je pense qu'il est mon top film de la mafia. C'est ça. Fait que le défi du film des comédiens, c'est pas de créer des personnages, c'est en fait imiter ou mimiquer des personnages qui vont avoir 50, 55 ans plus tard, mais que là, qu'il faut les faire quand ils en ont comme 25-30. Alors, Vera Farmiga est incroyable pour ça. Elle qui joue comme la mère de famille, dans le fond. Donc, ce qui se trouve être la mère de Tony Soprano et de ses frères. Le film est bien, mais on se mentira pas, ça s'adresse principalement à ceux qui ont vu la série. Ou si vous êtes intéressé à la série, ça peut être un point d'entrée intéressant, puis que vous y mettez quelques jours après. Si vous cherchez juste comme un film de mafia, vous allez être un peu perdu au sens où les personnages font beaucoup des références à ce qui va arriver plus tard, des clins d'œil. Donc, ça passe vite, 2 heures pour présenter tous ces personnages-là, cette histoire-là. Alors, c'est ça. C'est vraiment un antépisode. Fait qu'il faut avoir de l'intérêt pour l'ensemble de la série. Là. Donc, c'est peut-être... Au final, ça aurait peut-être été mieux servi de refaire une mini-série, peut-être... pour HBO, une plateforme X. La question se pose. Par contre, justement, on se demande s'ils vont pas en faire d'autres. Mais là, ça va dépendre d'un succès commercial ou pas, parce que la porte est ouverte. Là, il y a un gap, il y a un fossé à combler là, entre la fin du film et le début de la série quand même, si on veut approfondir les personnages et leur évolution. Donc, pour les amateurs du genre, et surtout de la série de télé, qui sont légion, parce que c'est une série que, encore aujourd'hui, j'en entends parler dans mes cercles d'amis, les Saints de Newark à voir. On va tomber dans un tout autre registre, beaucoup plus léger, un film de super-héros, mais qui n'en est pas vraiment un, donc Venom 2. Donc, c'est le retour d'espèce de personnage... qui ressemble à Spider-Man, mais qui n'est pas Spider-Man. Le symbiote. Ouais, donc une espèce de créature extraterrestre qui fusionne avec un personnage. Donc, le premier film avait quand même très, très bien fonctionné au box-office, même si les critiques étaient pas mal toutes unanimes que mitigé, mais en fait, c'est un vrai succès box-office. Ouais. Ça avait coûté à peu près 100 millions. Puis ça avait rapporté comme plus de 850 dans le monde. Fait que il me semble qu'en Chine, ça avait cartonné. Effectivement, c'est le gros succès a été en Chine. Je pense que c'était comme plus de 300 ou 400 millions, ce qui était vraiment énorme. Donc, évidemment, on a voulu créer une suite. Est-ce qu'elle était nécessaire? Est-ce que les gens l'attendent tant que ça? Ben, on verra. On verra dans les prochaines semaines s'il connaîtra le même succès. Donc, avant de peut-être parler un petit peu du film, moi, je vais juste faire un petit retour sur qui est Venom quand même, parce que c'est un personnage en bande dessinée qui est une figure très marquante de l'univers Marvel. Et vous allez me dire, Patrick, mais pourquoi que Venom n'est pas dans les films de Marvel? Ben oui, Patrick, pourquoi? Ouais, merci, Jeff. C'est un peu compliqué parce qu'à l'époque où, avant que Marvel ne possède son propre studio cinéma et que produisait leurs films, ils vendaient les droits de leurs personnages. Et donc, les droits de Spider-Man avaient été vendus, à l'époque, on va faire un petit aparté, a été vendu à MGM dans les années 90. Et eux, ils ont refilé les droits à Sony à la fin des années 90 contre les droits du roman Casino Royale de James Bond. Oh, OK. Qui échappait. C'était le seul titre d'Ian Fleming qui n'appartenait pas au producteur de James Bond. Donc, ça a été l'échange de la petite histoire. Mais là, petite parenthèse dans la parenthèse, c'est pour ça que la version originale de Casino Royale au cinéma qui avait été comme... je sais pas si tu peux dire un navet, mais vraiment différent de ce qu'il voulait faire et jamais d'incompilation, puis des rétrospectives. Tout à fait, ne fait pas partie de l'univers James Bond, puis ça avait été pas
été produit par Albert Broccoli et Harry Saltzman à l'époque qui détenaient vraiment les droits donc, de James Bond, effectivement. Okay. Et c'est pour ça qu'on avait fait plus une comédie aussi, avec David Niven, Peter Sellers, donc il y avait même 4 personnages à interpréter James Bond. Alors Venom, qui fait partie de l'univers Spider-Man, donc n'appartient pas à Marvel, mais à Sony. Parce que Venom a fait sa première apparition dans les bandes dessinées en 1988 et je m'en rappelle énormément parce que je collectionnais ces bandes dessinées-là. À l'époque, je les achetais. Okay. Et c'est un peu ça qui m'a fait embarquer justement dans la lecture des bandes dessinées américaines parce qu'il y avait un jeune artiste qui s'appelait Todd McFarlane, qui s'appelle Todd McFarlane parce qu'il est toujours vivant, qui a créé Spawn un peu plus tard dans les années 90 et il a fait ses débuts avec Marvel. Et il a vraiment révolutionné l'art visuel des bandes dessinées. Écoute, c'était vraiment magnifique, ces dessins. Et ça a créé vraiment une folie. Lorsque ces numéros sortaient, ils étaient automatiquement épuisés et se revendaient vraiment cher après ça sur le marché de seconde main. Et donc, ce premier numéro-là, c'était le numéro 300. De la série Amazing Spider-Man. Et moi, je suis arrivé un petit peu après, donc moi, j'ai commencé à acheter des bandes dessinées lorsqu'il quittait le titre, mais j'ai dû racheter donc c'est tous les numéros qu'il avait illustrés. Et ce Spider-Man-là, le numéro 300, je me rappelle l'avoir payé 50$ à l'époque, même en 90, dans ces années-là, que j'ai revendu 300$. Une dizaine d'années c'est ça que je me demandais, as-tu encore tes albums de jeunesse? Il y en a qui ont péri. Tu sais, à cette époque-là non plus, quand t'es jeune, aussi, je me souviens... moi, je pense pas conserver ça, à part si tu triples. Ouais, non, moi, tout était bien conservé dans des plastiques. J'avais des boîtes et tout ça. Même à un moment donné, faute de place, j'ai tout revendu, mais j'ai racheté ce qu'on appelle des recueils d'édition, finalement, aujourd'hui, qui regroupent plusieurs numéros. Donc, j'ai encore ça, puis j'aime bien les relire. Donc, Venom, automatiquement, est devenu très populaire. À la base, ce qu'on retrouve dans les films aussi, c'est le personnage d'Eddie Brock, qui est un journaliste qui, dans la bande dessinée, a été exposé par Peter Parker pour une fausse histoire, ce qui a vraiment ruiné sa carrière. Et au même moment, donc, cette créature-là extraterrestre qui est son costume noir, ça provient en fait d'une histoire qui s'appelait Secret War, où plusieurs super-héros étaient allés dans l'espace sur une planète combattre des ennemis. Et cette créature-là s'était attachée à Peter Parker. Et lorsqu'il était revenu sur Terre, finalement, on se rend compte que c'est une créature vivante. Et finalement, elle commence à changer la personnalité de Peter Parker. Et lorsqu'il la rejette, elle fusionne avec Eddie Brock, elle retrouve Eddie Brock sur son chemin et la haine de Spider-Man et de Peter Parker, les deux ensemble, crée ce personnage-là de Venom. Ça avait été touché un peu dans le Spider-Man 3 de Sam Raimi, c'est ça? Tout à fait. Donc, ça, c'est une version qui était très fidèle justement au personnage de la bande dessinée qu'on a pu voir dans ce film-là. Et donc, au cours de toutes les différentes histoires, au cours des différentes années, il y a plusieurs personnages qui ont incarné Venom, mais donc, pour cette version-là au cinéma, on a quand même amené le personnage d'Eddie Brock, qui est joué par Tom Hardy, qui est quand même un excellent comédien, on doit dire. En fait, c'était assez surprenant comme casting. Plutôt... parce qu'il y a quand même la tête de l'emploi, mais c'était de le voir dans un super-hero movie, là, dans un film de super-héros. Moi, je m'y attendais pas. C'est quoi, en 2017, le premier? 2018? Puis non seulement ça, mais lui est vraiment très en amour avec le personnage parce qu'il tenait vraiment à le faire. D'ailleurs, il a participé à l'élaboration de cette deuxième histoire-là. OK. Donc, il y a vraiment un crédit au générique en plus. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce deuxième film-là? Là, on va retrouver un Venom puissance 100 ou 1000, qui est un autre personnage qui s'appelle Carnage, qui est le Venom rouge, parce que dans le fond, Venom est noir et Carnage est rouge. Et ce personnage-là, Carnage, est apparu justement quelques années après celui de Venom dans les bandes dessinées. Et c'est un prisonnier, un tueur en série, enfin un psychopathe, qui s'appelle Cletus Cassidy, qui va croiser le chemin d'Eddie Brock. Eddie Brock va le visiter dans sa cellule. Finalement, une partie de cette créature-là, du symbiote, qui va fusionner avec Cassidy, qui est joué par Woody Harrelson, et va devenir finalement Carnage. Et là, Venom et Carnage vont s'affronter, évidemment. À noter qu'on retrouve un autre super-héros, qui est une super-héroïne ou une méchante plutôt dans le film, c'est Shriek, qui va être joué par Naomi Harris, qui est une comédienne qu'on avait vue dans les Pirates des Caraïbes, qui jouait la sorcière. Donc, Shriek, qui est un personnage
qui est vraiment de seconde main, là, mais qui est apparue dans les années 1990 aussi. Et elle peut contrôler le son. Donc, elle, c'est la blonde de Carnage. Fait qu'on a un duo de vilains là, pour c'est souvent Venom, le cas. qui est un anti-héros, finalement. Oui, là, tout c'est à ça. fait. Là, puisque Spider-Man n'est comme pas dans cet univers-là pour plein de raisons de licence et de droits et de prêts. Mais c'est ce qu'on va voir. Parce que là, évidemment, il y a, pas une rumeur, mais ça circule vraiment qu'une scène post-générique, comme c'est toujours le cas dans ces films-là, parce qu'on veut toujours nous mettre en bouche pour le prochain volet. Et c'est pas un secret que Sony veulent intégrer Spider-Man dans l'univers de Venom. Donc, et ils peuvent le faire, parce que Spider-Man leur appartient. Et non seulement ça, mais Tom Holland, qui incarne Spider-Man dans l'univers Marvel, est sous contrat avec Sony. Et il est partagé avec Marvel. Donc, c'est ça, c'est eux qui le prêtent à Marvel pour qu'il soit dans les Avengers. Tout à fait. Donc, ils peuvent très bien l'intégrer dans cet univers-là. Je pense que c'est ce qui va arriver, honnêtement. Ben, la tagline du film, là, l'accroche sur laquelle on met, c'est Universe Expands, donc l'univers s'élargit. Voilà. Donc, soyez pas surpris qu'on voit peut-être un lien vers l'arrivée du Spider-Man de Tom Holland dans un Venom 3, probablement. À noter que le film n'est pas réalisé par Ruben Fleischer, qui avait tourné le premier film. Ce cinéaste-là était surtout connu pour ses 2 Zombieland, que j'avais beaucoup apprécié. D'ailleurs, c'est à cause du tournage de Zombieland 2 qu'il n'a pas pu faire le deuxième Venom. Mais on est allé chercher quand même un autre choix curieux que j'aurais pas pensé a priori, c'est Andy Serkis. C'est vrai qu'on connaît plus pour ses talents de motion capture et d'acteur, mais beaucoup Gollum dans Les Seigneurs des Anneaux. César, c'est ça, le Plan des singes. Puis on a fait Capitaine Haddock. Oui, voilà. Peut-être aura-t-il finalement un deuxième un jour. Ah, oui, ça. Cela dit, fait que c'est sa deuxième réalisation. Il avait fait un drame Breed, là, Inspire, il y a plusieurs années. Plusieurs années, 4-5 ans, mais qui était passé un peu plus sous le radar. Il avait fait aussi une version du livre La Jungle, le Jungle Book, mais finalement qui n'avait pas été sorti en salle ou vraiment une sortie très limitée parce qu'il était sorti la même année que l'autre version de Disney par Favreau. Mais on sent qu'une volonté de devenir un réalisateur de plus en plus. Peut-être que dès qu'il y a du CGI et tout, il est là. Il est devenu vraiment, un expert en motion capture et tout ça, donc qui est au cœur un peu, je pense, du visuel de Venom, qui on se cachera pas, on voit ce film-là pour ça, pour les effets spéciaux, là, parce que... c'est un ton léger, comique, c'est pas le... Humour noir, faut le souligner même, parce que... C'est pas je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est pas la quintessence du comic book ultime adaptation, mais c'est le ton très léger, action, pif-paf. Ce film-là aussi, il est comme 1h35 à peu près, c'est assez direct... C'est ça, on a des sensations fortes rapidement. La proposition repose beaucoup sur le concept, en anglais, qu'on va dire, c'est The Odd Couple, là, le couple étrange. Souvent, c'est 2 personnalités complètement à l'opposé qui doivent dichotomique un peu vivre ensemble. Donc, c'est ce qu'on retrouve entre Eddie Brock et Venom, dans le fond. Et je pense que dans le film, c'est ça. Donc, il apprend à vivre avec cette entité-là en lui et tous les désagréments qu'elle peut causer. Parce qu'évidemment, Venom cherche beaucoup à manger les gens, de ce qu'on a pu voir dans le premier film. Voilà. Et ce qui semble aussi être dans le 2. Alors, pour les amateurs du genre, je pense que vous serez bien servis. Et si on tombe dans un registre complètement différent avec un film très controversé, Titane, qui a gagné la Palme d'Or à la dernière édition du Festival de Cannes, a souligné que c'était la 2e fois seulement qu'une femme remportait cet honneur-là, après Jane Campion et le piano. La leçon de piano. La leçon de piano, il y a plusieurs années déjà. Mais c'est un film qui va vraiment venir vous chercher, qui va vraiment diviser les gens. On ne se cachera pas, c'est un film très polémique, vraiment pas commercial, qui, moi, je dois avouer, ça faisait longtemps que j'avais pas été secoué comme ça. C'est ça, c'est pas... Oui, il y a une Palme d'Or, mais une Palme d'Or, c'est le Grand Prix du Festival de Cannes. C'est pas comme l'Oscar du meilleur film, mettons, là. Déjà, il y en a un qui c'est un festival de cinéma, puis l'autre, c'est une cérémonie de post-année, là, mais souvent, quand on va voir l'Oscar du meilleur film, c'est un film que tout le monde va être invité à aller voir. Là. Qui est plus consensuel. Ou d'ailleurs, justement, le Green Book, le livre de Green qui avait
certains avaient trouvé que c'était peu audacieux comme choix. Si vous aviez vu, par exemple, Parasite là, dans les dernières années, c'était un petit peu plus edgy, si on peut dire, mais Titan est comme... Il est en haut de l'escalier, là. C'est pas ça. Moi, on le compare un peu à du Cronenberg ou du David Lynch. Moi, je repensais au sentiment que j'avais après avoir vu Requiem for a Dream, là, par exemple, là, de Darren Aronofsky, l'espèce de mal-être un peu qu'on a à la fin. D'ailleurs, la réalisatrice Julia Ducournau, son premier film, c'était un film d'horreur grave ou Raw dans son nom commercial. C'est une Française, fait que c'est des films en français. Il avait aussi été présenté à Cannes à l'époque. Il avait bien gagné, il me semble, mais ça avait été salué beaucoup par la critique. Les critiques avaient été très élogieuses et moi, je trouvais ça quand même intéressant. Ok, je ne l'ai pas vu. Ça n'a pas été distribué grandement. Là, non, j'ai pas eu l'occasion. Peut-être dans ce mois d'Halloween, je vais me laisser tenter. Ouais, c'est un film de cannibale. Donc, c'était... ça renouvelait un peu l'idée du film cannibale. Là, donc c'est assez intéressant. Et esthétiquement, vraiment, elle avait son univers à elle. Là, ça, c'était indéniable. Avec Titan, encore... esthétiquement, c'est léché. C'est une réalisatrice qui est en parfait contrôle de ses moyens, qui sait où est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'elle veut démontrer. Rapidement, l'histoire le résumé de Titan est très sommaire. Après une série de crimes inexpliqués, il y a un père, joué par Vincent Lindon, qui retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Fait qu'il le recherchait, qui avait été enlevé, quelque chose comme ça. Et on ajoute à ça, Titane, métal hautement résistant à la chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très durs. Fait que je me souviens avant d'avoir vu le film, je te dis, ça veut rien dire, ce descriptif-là. Puis après avoir vu le film, je fais, ouais, c'est en plein ça. C'est la manière de résumer, finalement. Alors, on peut pas trop, comme, divulgacher le film ou dire où ça s'en va. Cela dit, on note que la régie du cinéma l'a visé 16 ans et plus. Fait que, oui, c'est une palme d'or, mais c'est une palme d'or audacieuse. Elle-même a dit dans son discours de remerciement comme merci de tolérer, d'accepter, de permettre un cinéma différent, d'accepter de voir des monstres. Parce qu'il y a pas... Il y a des personnages principaux, mais on ne s'identifie pas à ces personnes-là. C'est pas... Tout à fait, non, c'est pas des personnages sympathiques. Et c'est pas un film auquel on s'identifie à eux. On est vraiment observateur. Ce qu'on peut dire aussi, donc, c'est le personnage d'Alexia qui est joué par Agathe Roussel, qui subit un traumatisme crânien lors d'un accident de voiture. Elle se fait insérer une plaque de titane dans la tête. Et visiblement, elle va être sur une espèce de syndrome post-traumatique de tout ça parce qu'elle elle va agir très bizarrement. Et le film est un peu en deux temps où la première partie, on la suit plus elle dans son quotidien. Et suite à différents événements, là, elle va croiser le chemin du personnage de Vincent Lindon, le pompier. Moi, je dois avouer que j'ai été assez branlé. Moi, je peux faire une comparaison. C'est peut-être un mélange du Crash de David Cronenberg parce qu'il y a une espèce de fétichisme avec les le début du film est très sensuel et violent, là, sensuel, sexuel, mettons. Et ensuite, on tombe... il y a quand même des séquences un peu à la réversible, là, qui était un film de Gaspard Noé, qui mettait en vedette Vincent Cassel, qui était juste malaisant et très dérangeant et bouleversant. Et c'est ce qu'on retrouve aussi. Donc, vraiment, cœur sensible, s'abstenir. Et c'est vraiment un film adulte. Amenez pas vos ados voir ça. Là. Non, puis moi, je le vois un peu comme une montagne russe ou une sensation forte. Là. Si vous voulez être comme choqué, happé, tu peux pas t'endormir devant ce film-là, je pense pas. Là. C'est clair. Si vous voulez vivre une expérience, c'est vrai comme par exemple Gaspard Noé, là, c'est pas... Vous avez peut-être des films en tête, c'est pas ces récits-là, mais le sentiment ou l'expérience de OK, il se passe beaucoup de choses dans le film, c'est pas lent, c'est énergique. Comme dit, il y a tout, de la sensualité, de la violence, il y a de la haine, il y a de l'amour, il y a beaucoup de relations d'amour, il y a du mensonge. Beaucoup de fluide. Oui, beaucoup de fluide quand même. Attendez-vous à avoir beaucoup de fluide. Mais moi, je dois dire, c'est pas le genre de film qui m'emballe. Je suis capable de prendre des trucs très étranges dans la vie. Celui-là est peut-être un peu moins ma tasse de thé, mais je dois reconnaître quand même ses qualités au niveau la réalisation. Et surtout, moi, c'est les comédiens quand même. Même si ces personnages-là, on s'y attache pas, Vincent Lindon et Agathe Roussel, se mettre à nu complètement et sont vraiment incroyables là, à voir.
Ouais, on les oublie dans leur rôle, là. On voit plus. Ben, Agathe Roussel était pas connue vraiment. Non, c'est là, une mannequin. Ouais, c'est pas mal dans ses premiers films. Mais Vincent Lindon, oui, on le reconnaît. Première fois, content de le voir. Mais après ça, c'est le personnage, là. C'est pas lui dans la vraie vie, c'est certain, là. Donc, si vous voulez faire bousculer, ben, allez vivre. C'est C'est vraiment la meilleure description, tu l'as dit. C'est une expérience à voir, à vivre. C'est ça. Encore plus sur grand écran, en immersion, là. On ne saurait trop dire. Et on termine ça avec Plus un léger, film un peu. beaucoup plus léger pour les familles qui recherchent peut-être un petit divertissement au cinéma. Donc, c'est le retour de la famille Addams, la famille étrange et macabre qui baigne dans l'humour un peu noir. Donc, deuxième volet. Le premier était sorti il y a peut-être 2 ans à peu près. Un 3 petit ans. peu plus, là. Ouais, On a donc, l'air, pas à nos affaires, là, mais ouais, je pense 2016. 17, Qui avait là. été quand même un succès surprise. Moi, j'étais étonné de voir un de Que le projet existait. Ouais, qui c'est- existe, en plus sous forme d'animation. Parce qu'on se rappelle qu'il y avait eu 2 films et quelques autres dérivés directs pour la vidéo dans les années 90, qui avaient quand même été bien appréciés, qui avaient connu un bon succès. Donc, la première version animée de la famille Adam avait bien fonctionné. Donc, on les retrouve cette fois-ci qui partent en vacances à travers les États-Unis. Donc, Marty Shea Gomez trouve que leurs enfants vieillissent rapidement et pour en profiter une dernière fois, vu qu'ils sont rendus des ados ou presque, donc de parcourir les États-Unis. Alors, ils sortent leur camper et partent toute la famille. Donc, un peu une vibration des films National Lampoon Vacation. Bonjour les vacances avec Chevy Chase pour ceux C'est qui aiment ce genre-là. Donc, Avec un petit côté, on peut pas dire gore, mais c'est plus comme humour halloweenesque. Là. Ouais. Fait que c'est pour ça que je trouvais audacieux de proposer ces films-là en animation, mais finalement, ça marche super bien. C'est peut-être juste pas pour des enfants de 4, 5, 6 ans. Là. On vous laisse peut-être un petit peu plus vieux. gérer vos familles comme vous voulez, mais finalement, c'est ça. Il y a vraiment un public, puis c'est charmant. Ce que je trouve singulier, ce que j'ai remarqué, le premier volet, puis celui-ci, prennent l'affiche en octobre, début octobre, ce qui est très dadon pour le mode halloweenesque. Mais les films en prise de vue réelle là, des années 90 étaient sortis en novembre, mi-novembre. Ah. Fait que je sais pas s'ils voulaient surfer sur le côté famille qui allait les réunir dans le temps des fêtes, mais je trouve que c'était un peu rater le bateau. Là. Mais pourtant, ça avait bien fonctionné. Parce que c'est Ouais, quand c'est même. surtout le premier. En fait. Ouais, c'est ça. Et ce qui est drôle, c'est parce que la famille Addams, tout le monde les connaît, ces personnages-là, mais c'est pas tout le monde nécessairement qui les a vus ou qui a écoutés. Parce que ce qui a vraiment contribué à leur popularité, c'est la série télé dans les années 60. Parce qu'à l'origine, on doit rappeler que la famille Addams, c'était des dessins, des cartoons dans le New York Magazine, publié par Charles Addams. Donc, il faisait ça périodiquement avec ce petit dessin-là satirique. Et c'est vraiment dans les années 60, donc on a commercialisé ces personnages. En fait, même dans les dessins, il n'y avait même pas de nom, ces personnages. Alors, mais la série télé qui était diffusée sur ABC, sais-tu combien d'épisodes qu'il y a eu? Ben, j'ai l'impression que soit il y en a eu vraiment beaucoup ou vraiment peu, mais qui ont joué énormément en boucle. Fait que... C'est la deuxième réponse. Effectivement, il y a eu 64 épisodes, seulement 2 saisons à peine. Mais je pense qu'il a vraiment contribué à les faire connaître encore aujourd'hui et que ça résonne, c'est le thème musical. Il est écrit par Vic Mizzy, évidemment. C'est très, très simple, mais que tout le monde... qui est un vrai verre d'oreille, en fait, lorsqu'on l'entend, ça nous reste dans la tête. Donc, je pense que c'est ça qui a contribué à rendre ces personnages-là encore plus imbriqués dans la culture populaire, dans notre subconscient. Fait que si vous avez aimé le premier, vous aimerez le deuxième. Si vous n'avez pas vu le premier, c'est ça, vous pouvez embarquer sur le deuxième, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Puis c'est quand même une équipe intéressante qui est derrière ces 2 films-là. Moi, c'est un film que j'avais trouvé très drôle. C'est ceux qui ont fait Party de saucisses, la comédie pour adultes d'animation créée par Seth Rogen. Là. Donc, c'est eux qui avaient réalisé ça. Alors, on voit déjà un peu Ouais, c'est ça. Là, on est plus dans un public général. Tout à fait. Dit, là, il s'était laissé aller pas mal. Mais oui, c'est aussi des films qui sont un peu moins dispendieux, là, qui arrivent à bien faire les choses. Là. Ben, c'est ça, justement. Donc, c'est des films qui sont rapidement profitables. Alors, c'est ce qui conclut ce balado. Revenez-nous la semaine prochaine. Nous vous parlerons, entre autres, du 25e film de James Bond, Mourir peut attendre, No Time to Die. Dis-moi, Patrick,
Ouais, oui. Est-ce que tu es triste que ce soit le dernier James Bond de Daniel Craig? Écoute, je pense que toute bonne chose a une fin. Honnêtement, je pense que rendu à un certain âge, je pense que c'est correct que les comédiens décident d'accrocher leur pistolet, parce qu'on l'a vu avec Roger Moore, qu'on peut tomber dans l'abus assez facilement dans ses derniers films. Mais juste très curieux de voir ce film-là, en espérant que c'est vraiment une bonne dernière production, ce qui n'était pas le cas pour Pierce Brosnan. Son dernier film, je pense que c'était son pire. Et c'est surtout après tous ces reports. Exact, donc, c'est le premier film qui avait été reporté, je pense, au début de la pandémie. Tout à fait. Donc, on veut le voir. Ça fait longtemps que la chanson thème par Billie Eilish, on l'entend à la radio, qui est très bonne d'ailleurs. Qui a comme arrêté de jouer cet été, qui a recommencé. Alors, la semaine prochaine, nous saurons si il termine sur une bonne ou une mauvaise note. C'est bon, Daniel. Si vous avez des questions, vous voulez nous contacter, écrivez-nous au balado au singulier en commercial monciné.ca. Et nous vous invitons également à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné, qui est disponible en version numérique ou en version physique dans la plupart des cinémas de la province, et ou visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Alors, merci Patrick. Bonne semaine. Et bon cinéma à tous.